Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Danielle Olofsson et je suis chef de protection des données chez BCF. Je suis également chargée de cours à l'Université de Montréal et je suis ici avec mon collègue Nicolas Diorio. Bonjour Danielle, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir à nouveau. Je rappelle évidemment que notre diffusion web est en différé, compte tenu évidemment des contextes logistiques et matériels dans lesquels nous pouvons enregistrer. Nous avons examiné les paramètres légaux des bris de données avec vous lors du dernier webinaire que nous avons pu consulter si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Dans celui-ci, évidemment, dans le contexte de la COVID-19, on fait appel à une vigilance accrue et des mesures qui peuvent être prises par vous, compte tenu des mesures qui ont été mises en vigueur pour contrer la propagation de la COVID-19. Donc, on rappelle ici, vous voyez devant vous, les ordonnances gouvernementales, qu'il faut rester confiné, la nécessité qui résulte au niveau du télétravail, les contextes qui nous sont rapportés, mais aussi qu'on observe nous-mêmes dans divers milieux de travail, et qui s'apportent à la perte d'outils qui sont souvent des outils informatiques ou des éléments qui permettent d'y avoir accès, des documents qui ont été relayés mais qui n'ont pas été relayés, comme par exemple des emails envoyés à des adresses qui ne sont pas celles de la personne à qui on les destinait, et évidemment des situations d'hameçonnage très sophistiquées que tout le monde peut observer ces temps-ci, qui sont effectivement certaines d'elles fort élaborées. Et de cela découle donc pour votre organisation, quand tu as été donné, les obligations de divulgation, donc conséquences, évidemment, l'obligation de divulgation, mais également conséquences en cas de non-divulgation. On a quand même un tableau ici, hein, Daniel, c'est des données qui ont été compilées, on en dégage des moyennes. C'est simplement pour vous donner un ordre de grandeur des conséquences. Sur le plan uniquement juridique, on voit une moyenne de 50 000, technologique, une moyenne de 200 000, relations publiques. Notez ici qu'ensuite, il y a des éléments des divers avis qu'il faut donner, ce qui va en découler au niveau de mesures de confinement, je dirais, de ce problème-là, ou d'en limiter les répercussions par la surveillance de crédit ou la surveillance de vol d'identité. Et là, on a plusieurs chiffres qui sont avancés parce que ça dépend aussi de la taille du groupe et aussi de l'endroit où ça arrive. Parce que quand on regarde aux États-Unis, écoutez, c'est 200, on calcule 250, la moyenne américaine, 250 $ par dossier, par individu. Parce que là-bas, évidemment, il y a tout le phénomène du class action qui intervient dans ce livre avec les coûts astronomiques en termes d'expertise que cela requiert pour adresser la situation. Donc, juste pour faire un petit rappel, les lois qui s'appliquent sont les suivantes, ils sont devant vous. La loi canadienne fédérale oblige toute entreprise à divulguer un bris si ce bris peut causer un risque réel de préjudice grave. Cette obligation est miroitée par la loi albertaine, également par des lois sur des renseignements personnels de santé, et aussi évidemment par le règlement général sur la protection des données en Europe et par les lois étatiques. Tous les États aux États-Unis ont maintenant une loi qui oblige la divulgation en cas de bris. Oui, et on revient constamment à cette législation dans nos rappels que nous faisons, puisque ce qu'on veut que les gens aient à l'esprit, c'est que on est dans un monde en construction. Et qui fait en sorte que oui, il y a des assises légales qui existent, des paramètres réglementaires, il peut y avoir des ordonnances, des décrets ici et là, mais beaucoup dépend des meilleures pratiques qui ont été élaborées, qui, elles, vont ensuite permettre le développement. Et donc, ce n'est pas toutes les législations qui sont à niveau. Et on assiste évidemment que les gens qui font ces bris de données, évidemment, sont constamment en train d'innover dans la manière dont on se le fait. Et on recherche des lois qui soient suffisamment souples pour couvrir toutes ces situations-là et permettre aux organisations de s'adapter. Mais le problème réel, c'est que quand ça survient, évidemment, les gens sont plus au dépourvu. Alors, l'objectif ce matin, c'est de mettre en place des éléments de préparation. Et c'est ce qu'on veut faire avec vous, c'est vraiment de vous parler
des processus, des politiques et puis des comportements que vous pouvez mettre en place pour vous protéger, pour que quand il y aura un bris, parce qu'on sait tous, c'est pas si, c'est quand il y aura un bris, que vous soyez dans la meilleure position possible, à la fois par rapport aux individus qui ont été touchés, que par rapport aux instances réglementaires. Tout à fait. Donc, nous allons aborder 3 thèmes. Comment se préparer pour un bris, comment réagir à un bris et comment documenter et tirer les bonnes leçons du bris. Et ça, l'étape 3 est très importante. On l'oublie souvent parce que, bon, voilà, on a géré le bris, on passe à autre chose. Or, c'est vraiment pas la chose à faire, même, enfin, pour l'hygiène interne, oui, mais aussi par rapport aux instances décisionnelles et aux autorités, parce qu'ils vont nous auditer et puis ils veulent savoir qu'on a mis en place une formation, qu'on a mis en place les registres. Donc, nous allons commencer avec le premier sujet. Oui, alors, tout d'abord, évidemment, on envisage la question, hein, c'est celle, comment s'y préparer à cet éventuel bris, comme disait Daniel, pas si, mais quand il va survenir. Premier élément, c'est celui de la formation d'une équipe. On indique interne, mais vous allez le voir tantôt, on ne parlera plus d'équipe interne parce qu'il faut commencer à l'interne. Il faut commencer avec ces ressources qu'on a à l'interne et qui va devenir une équipe dédiée. Mais ensuite, évidemment, il faut passer au développement d'une politique parce que cette équipe-là, il faut qu'elle soit liée par une entente commune, par une compréhension de comment leur intervention va survenir et comment elle va se dérouler cette intervention-là. Donc, cette politique et ce processus de réponse au bris va être crucial. C'est une œuvre qui est en réalisation, donc vous ne l'aurez pas du premier coup. Mais dans ce plan que vous établirez, dans lequel s'insère la politique, le processus, il faut prévoir aussi donc, le développement que vous allez en faire de cette politique, de ce processus. Et dans ce contexte-là, il faut prévoir la formation des employés. Parce qu'il faut former les gens de l'équipe, il faut les former non seulement s'il y a des éléments qu'ils doivent acquérir au niveau des connaissances et des compétences, mais aussi les former à interagir les uns avec les autres en période de crise. Et évidemment, il faut prévoir les éléments d'assurance, parce qu'évidemment, il y a des coûts importants qui sont associés à cela, et donc la prévoyance va être importante dans ce contexte-là. Alors, quand on parle de former une équipe qui va voir à la gestion du bris, la première personne dont on parle, c'est le DPO, Data Protection Officer, qu'on appelle l'agent de protection des données. Mais cette personne-là, si c'en est une qui est pratiquement à temps plein dessus, dépendant de la taille de votre organisation. Dans certaines organisations, ce n'est pas faisable, ce n'est pas envisageable qu'elle soit à temps plein, mais dans d'autres, ce l'est. Et cette personne-là doit donc certainement, au minimum, il faut que ce soit sa priorité dans son travail. Si elle est occupée d'autres choses, mais il faut que le matin, quand elle arrive, sa priorité soit celle-là. Et les services technologiques, maintenant, gardons à l'esprit que les services technologiques, on leur demande de faire un travail au quotidien. Absolument. Et ce travail-là, il faut bien faire réaliser que le travail d'intervention en cas de bris, c'est quelque chose qui va s'ajouter au quotidien. Parce que trop souvent, on constate que dans certaines formes plus sophistiquées de bris de données, bien, on en provoque un bris parce qu'on sait que l'équipe va être distraite à d'autres choses. Ouais. Et là, babou, on y va avec le gros bris qui survient. Les malfaiteurs, ils pensent à ce genre de choses-là. Côté juridique, côté réglementaire, il faut être prêt, il faut avoir les bonnes personnes en place. Il faut qu'elles soient bien documentées. Il faut qu'elles aient l'opportunité d'avoir une connaissance de l'organisation pour être capable de donner les confins, les paramètres et les assises sur lesquelles vous appuyez vos actions par la suite. La communication, c'est essentiel dans cela parce que, vous savez, on constate deux choses. Il y a le bris des données. Quand on intervient et qu'on est capable de limiter les conséquences au niveau de l'utilisation des données qui en est faite, c'est une chose. Et si on a mal géré l'aspect communication, à ce moment-là, évidemment, l'impact réputationnel est majeur et considérable sur l'organisation et devient parfois plus dommageable que les conséquences du bris initialement. Donc, l'importance des relations publiques oui, aussi. Tout à fait.
Tout à fait. Relations publiques à ce moment-là considérables. On a les mentions, vous voyez, service à la clientèle à ne pas négliger parce que c'est le flot d'appels qui survient et là, le mécontentement. N'oublions pas, omniprésent, les médias qui vont aller vouloir chercher des clients et dire comment vous avez vécu ça, puis là, les histoires d'horreur. Alors, d'où l'importance des relations publiques. Et l'exécutif, parce que il s'est développé d'habitude, c'est devenu une pratique. On s'attend à ce que les membres les plus élevés dans l'exécutif de l'organisation deviennent en quelque sorte le visage de l'organisation dans ces moments-là, ce qui n'est pas toujours la chose à faire. On a des exemples qui nous viennent à l'esprit lointains et proches. Et c'est donc qu'il faut penser à ce moment-là à des éléments de formation qui sont importants, de préparation et aussi plan A, plan B. Deuxième chose à faire, c'est développer une politique ou des politiques dépendamment de où vos données sont situées et un ou des processus de réponse au prix. Alors, ce qui est absolument primordial avec ces processus et ces politiques, c'est dans un premier temps de définir les choses, définir sur quoi consiste un bris. Parce que comme on a dit la dernière fois, un bris, un accident ne veut pas forcément dire que vous avez subi un bris. Par exemple, vous perdez vos données parce que quelqu'un a volé votre ordinateur. C'est pas la même chose que si vous perdez les mêmes données parce que votre ordinateur a été écrasé par un camion. On sait que dans le deuxième exemple, aussi grossier soit-il, que les données ne sont irrécupérables si le camion a bien fait son travail. Donc, mais par contre, un bris à cause du fait que votre ordinateur a été volé, ça risque absolument de poser un risque réel de préjudice grave. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Établissez pour votre secteur, pour votre industrie, ce en quoi consiste le seuil du risque réel de préjudice grave. On peut vous aider avec ça. Il y a des grilles à monter. C'est pas difficile du tout. Également important à définir la responsabilité de chaque membre de l'équipe. On n'a pas le temps pour que les gens viennent jouer dans les plates-bandes des autres. Chacun doit avoir une responsabilité ou des responsabilités et faites en sorte que vous respectiez également les responsabilités de l'autre pour qu'on puisse vraiment travailler en équipe pour travailler efficacement lors d'un bris. L'autre chose à faire, et ça c'est très important, c'est établir les délais. Les délais ne seront pas les mêmes. Délais par rapport à délai, ce que je veux dire, c'est les délais dans lesquels vous devez divulguer le bris de données. Et ces délais vont changer dépendamment de si vos données se trouvent en Europe, dans certains États, oui, ou même aux États-Unis, dépendamment du secteur. Si vous êtes dans le secteur de la santé, les bris ne sont pas les mêmes que si vous êtes dans le secteur financier ou un autre secteur. Donc, ces délais vont varier et il est absolument essentiel d'établir pour chaque juridiction les délais. C'est pour ça qu'on a vu des organisations prendre le plus bas commun dénominateur. Oui, ils prennent ça, le plus petit délai qui existe et ils se l'imposent, voilà, et parce qu'ils se disent ça va aller vite, et on va être sûr de rien manquer et de ne pas être en contrefaçon. Non, ça c'est absolument, ça c'est une très bonne pratique et une très bonne réaction, c'est plus efficace aussi. Il y a les autorités, qui sont les autorités à viser et les personnes, la méthode et le contenu des communications. Encore une fois, le contenu des communications va varier dépendamment de votre secteur et du pays dans lequel vous vous trouvez ou dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Établissez également un processus de debrief ou de post-mortem pour que vous puissiez apprendre. On y reviendra. Et enfin, faites en sorte que vous mettiez à jour de façon régulière les politiques. On a vu passer des décisions où une organisation s'est fait réprimander parce que ces politiques, aussi bonnes étaient-elles, n'étaient pas à jour. Peut-être une autre époque et les choses vont vite, elles changent. Et les lois changent. Et d'où le prochain élément qui est celui de la formation des employés. Parce qu'évidemment, comme on vient de le mentionner, puisque les choses vont vite, puisque la technologie, mais aussi la manière d'interagir avec la technologie, nous vivons une pandémie, nous prédisons, partout où nous lisons, puisque même notre réflexion propre nous amène à envisager des changements importants, majeurs et dans certains cas profonds dans les façons de faire, dans la société. Et ça amène une remise en question de ce qui était prévu dans les politiques adoptées à une autre époque, à une autre réalité.
Il y a cette formation-là, mais il faut les former, les employés, non seulement actualiser les politiques, mais former les employés à nos politiques. Et ne serait-ce que de comprendre qu'est-ce qui est un bris, qu'est-ce qui n'en est pas. Daniel parlait évidemment de la perte d'un ordinateur. La perte d'un ordinateur, ça peut être un incident, mais ça peut être aussi un bris. Parce que si quelqu'un s'approprie les données, à ce moment-là, ça devient un bris. C'est un incident, puis on s'assure que personne ne peut avoir accès, mais c'est un incident, c'est pas un bris. Alors, comprendre, à savoir, parce que si c'est un incident, puis on réagit à un incident comme si c'est un bris, c'est quelque chose de majeur, à ce moment-là, on parle d'une machine qui a des conséquences considérables en soi, pour une raison qui n'était pas justifiée. Il suffisait simplement de tenir compte du fait qu'on l'avait retrouvé et que les données n'avaient pas été compromises. Alors, dans la formation, ce qu'on veut prévoir le plus, c'est les mécanismes de protection. Protection de l'organisation, mais protection des données, parce que si on ne protège pas les données, on ne protège pas l'organisation. Et ensuite, évidemment, les personnes responsables, parce que vous avez des personnes qui sont responsables et vous avez une personne responsable. Ce qu'on a constaté, c'est qu'une personne a une promotion, une personne est en congé pour des raisons de santé, une personne a été mutée à notre poste, une personne n'est plus avec l'organisation, elle est quittée, est à l'emploi de quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, on se rend compte que l'exercice qu'on avait planifié et tout, les nouvelles personnes en poste ne sont pas adaptées à la situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mettez-les à jour, cette liste-là. Si vous faites l'exercice de mise à jour, à ce moment-là, en faisant cette mise à jour, évidemment, vous allez vous poser la question, il faut que je forme les nouvelles personnes qui sont en poste maintenant. Dernière chose pour cette préparation, rendez-vous au service acheter de l'assurance bris de données. Et là, je veux préciser que l'assurance bris de données n'est pas la même chose que l'assurance cybersécurité. C'est deux choses différentes. Je ne suis pas en train de vendre, je ne suis pas assureur, je ne suis pas en train de vendre l'assurance. Mais si vous pensez qu'un bris moyen peut coûter 300 000 $, c'est un 300 000, il faut que vous déboursiez, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas l'étaler sur plusieurs périodes. Il faut absolument que vous le déversez, que vous déboursez. Et là, ça peut causer vraiment des problèmes budgétaires. Assurez-vous d'avoir une protection primaire pour couvrir les enquêtes, pour couvrir le logiciel et l'équipement informatique qui a été perdu ou endommagé, pour couvrir les pénalités réglementaires éventuelles et les pertes de revenus. Mais aussi, il y a une assurance tierce partie, et ça aussi, c'est peut-être aussi importante que l'assurance primaire. Les poursuites judiciaires, ça peut vous coûter énormément d'argent. Les dédommagements, c'est-à-dire l'engagement des agences de crédit, etc. Et enfin, les avis aux personnes concernées. Oui. N'oubliez pas, les avis coûtent cher. Si vous avez des bris qui affectent 1000 dossiers, ça revient très cher à viser tout ça. D'ailleurs, on le voit maintenant parce qu'on parle de comment réagir. On est rendu à cette étape, voir comment l'organisation doit réagir. Oui. La première chose, évidemment, on va voir il y a les éléments d'analyse, de communication et des services aux personnes concernées. Le premier élément qu'on voit, c'est celui de l'analyse. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir en termes d'analyse? Oui. Mais première chose, c'est la coule de source, c'est la confirmation du bris. Et curieusement, c'est un aspect qui survient en mode panique. Parce que là, tout à coup, c'est pas nécessairement vous qui l'apprenez, parce que des fois, il y a des situations, on le voit, où les médias l'apprennent avant l'organisation. Parce que les gens, les malfaiteurs, parfois, dans leur plan, vont faire en sorte qu'ils vont provoquer ça, parce que, comme je vous disais, des fois, ils provoquent une première annonce publique. Pendant ce temps-là, ils vont faire un autre prix. Alors, c'est pour ça que la confirmation du prix, il faut être bien équipé, parce que ça veut dire qu'il faut être mobilisé. Il faut savoir qu'on peut compter sur des gens qui, en très peu de temps, peuvent intervenir et vous dire quelle est l'étendue du méfait qui a été fait. Et il faut donc faire une analyse qui est préliminaire, non seulement pour la nature des données, mais évidemment, on veut savoir quantitativement combien de personnes ont été touchées. Et Daniel mentionnait la diversité de législation selon les juridictions. Alors, territorialement, on se trouve où? Alors, il faut donc l'identifier, cette faille, il faut la réparer. Et ça, l'équipe technologique doit être à la hauteur, parce que ce qu'on leur demande de faire au quotidien,
n'est pas du tout ce qu'on va leur demander de faire ici. Alors, il faut s'assurer d'avoir les bonnes personnes pour ça. Et il faut faire une évaluation du risque réel. Risque réel, parce qu'évidemment, on est à l'étape de risque réel. Et ça, il faut être réaliste. Parce que si on veut minimiser, si on veut être réducteur, on risque d'avoir des annonces successives. Que là, on a annoncé que c'était 1000 personnes, puis là, on s'est trompé, c'était 10 000 personnes, après ça, on s'est trompé, c'est 500 000 personnes, puis après ça, on s'est trompé, c'est 2 millions de personnes. Et là, à chaque fois, c'est une nouvelle manchette qui sort. Et donc, comme on l'a déjà mentionné, l'identification des obligations et des délais. Ensuite, deuxièmement, il y a les éléments de la communication. Et ça, c'est comme tu disais, c'est très important, la communication. Dans un premier temps, il y a l'avis aux autorités, aux commissions, commission, au commissariat, l'avis aux personnes concernées, dépendamment, encore une fois, de l'industrie, du secteur dans lequel vous œuvrez, du nombre aussi de personnes concernées. Parfois, un appel téléphonique avant l'avis formel est une bonne idée, c'est-à-dire parler aux gens, expliquer-leur. Là, ça peut aller très loin pour améliorer les relations et puis, mitiger les dommages éventuels. Il y a également l'avis aux autres organisations, donc les instances de... oui, c'est ce qu'on a parlé dans notre plus récent webinaire. Les gendarmes, les cartes de crédit, tout ça, les banques. Et enfin, communication au public. On ne peut pas le préciser suffisamment. Communiquer au public est vraiment un art. Si vous êtes mal à l'aise avec ça, embauchez quelqu'un qui peut vous aider. Une entreprise de relations publiques peut vous aider avec ça. N'hésitez pas à scripter un texte. Si vous avez des helplines, par exemple, faites une liste de questions et de réponses pour que tout le monde envoie le même message. Et maintenant, on voit l'item suivant. Ce qu'on adresse, c'est évidemment le service qu'il faut donner à ces personnes concernées. Daniel mentionnait le helpline qu'elle vient de dire, mais évidemment, il y a tout le service de prévention des fraudes. Ça, ce sont deux exemples de choses qui peuvent être faites bien avant. Toutes les ententes peuvent être prises, la mobilisation peut être faite et on peut avoir une équipe, plan A, plan B, parce que si ça fait un certain temps que ça n'a pas été mis à jour votre plan, vous risquez peut-être d'avoir des surprises. Oui. Et mise en place, excusez-moi, enfin, il y a comment documenter et tirer les bonnes leçons du bris de données. Alors, il y a la documentation, on a parlé la dernière fois, le contenu du registre et enfin le post-mortem. Pour commencer, comme on a dit la dernière fois, il y a un registre. Au Canada, on est obligé, de par la loi fédérale, de garder un registre de tout atteint, donc les incidents et les bris, tout atteint à la sécurité des renseignements personnels. Ouais. Et ça, voyez-vous, c'est un bon exemple, parce qu'on vous en parlait dans le dernier webinaire. Ce qu'on veut préciser ici, dans le contexte qui est maintenant non seulement des paramètres juridiques qu'on a déjà vus, mais ici de voir comment on la gère, cette crise liée au bris des données, c'est que cette loi, elle sert d'inspiration à l'élaboration de bonnes pratiques. Vos bonnes pratiques, puisque cette loi est une loi fédérale, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous n'êtes pas assujetti à la loi. Mais assurez-vous que si vous avez des bonnes pratiques qui sont différentes de celles de la loi, qu'il y a une justification, qu'il y a un rationnel, qu'il y a des motifs qui puissent expliquer pourquoi, dans votre cas, vous n'avez suivi ça. Sinon, ce qui va interpeller, et on peut penser à une crise dans les médias, où ils vont dire « Ah, la loi fédérale fait ça, tout le monde a fait ça, puis vous, vous ne l'avez pas fait, alors pourquoi? » Et là, évidemment, on commence à manquer de mots pour avoir ajusté la situation. Donc, si on le fait, l'exercice, il faut non seulement l'avoir élaboré, mais l'avoir aussi colligé par écrit, pour avoir un document auquel on peut retourner. Absolument. C'est indiqué. Et au Canada, il y a le commissariat qui se donne le droit d'auditer. Et le commissariat
n'a pas forcément besoin d'avoir été avisé qu'il y a eu un bris. Il peut faire un spot audit comme ça. Et là, l'entreprise doit être capable de démontrer qu'un bris a été divulgué parce que ça portait un risque réel de préjudice grave, mais un autre ne l'a pas été divulgué parce que, selon notre grille, cet incident-là ne présentait pas un risque réel. Le registre, il doit être gardé pendant 2 ans, suivant le dernier bris, et la pénalité pour un manquement à cette obligation est une pénalité de 100 000 $. Donc, c'est assez cher. Qui peut aller jusqu'à 100 000 $. Mais évidemment, le problème. Pour chaque relation. Et le problème majeur, c'est aussi que si on échoue, si on performe mal lors d'un audit, bien, c'est documenté. Alors, par la suite, 6, 9, 12, 15 mois plus tard, il y a un bris, mais de quoi on va parler? Non, on va parler du bris, ça va faire la manchette. Vous allez avoir évidemment l'atteinte réputationnelle. Et là, il va s'écouler une semaine et tout le monde va dire « Ah, mais ils avaient fait l'objet d'un audit qui était désastreux et ils n'ont rien appris de cela. » Alors, il faut donc être très prudent avec ces choses. Là, il ne nous reste pas très longtemps. Donc, le contenu du registre, vous l'avez devant vous. Et je vais pas m'arrêter là-dessus parce que je voudrais que Nicolas ait le temps de parler du post-mortem qui est très, très important. Oui, alors le post-mortem. Post-mortem, il y a plusieurs applications du post-mortem. Tantôt, je vous parlais d'un incident, puis je vous parlais d'un bris. Daniel faisait la distinction entre les deux. L'incident, on donnait comme exemple, l'ordinateur a été perdu, bien, il a été retrouvé et on a pu constater que personne n'avait eu accès aux données. Le bris, quelqu'un a pris le portable, mais en plus a accédé aux données. Là, donc, évidemment, il y a un bris, parce qu'il y a quelqu'un qui a accédé à des informations et il faut voir comment on va réagir. Mais si on veut avoir une situation où on a un bris majeur et que là, on dit qu'il faut faire un post-mortem puis on veut voir les éléments ici, si vous voulez que le mieux possible atténuer les conséquences de votre bris majeur, c'est de traiter chaque incident, chaque bris, avec la notion de post-mortem. Pourquoi? Parce que quand, voyez-vous, vous allez examiner les aspects réussis. Ça peut être de courte durée, faire cet exercice-là quand il s'agit d'un incident. Mais si vous vous conditionnez à le faire, vous allez donner des éléments de pratique à votre équipe qui peuvent prendre dans quelques cas 15 secondes, 30 secondes, quelques minutes à faire dans les cas les plus simples. Mais c'est là que vous testez votre équipe parce que s'ils ne réussissent pas des éléments simples comme celui d'un incident, d'un portable perdu et retrouvé, imaginez-vous pas que quand vous allez avoir quelqu'un qui va avoir hacké l'ensemble des données de votre organisation, que ça va être réussi. Ça ne va pas faire les petites, on ne va pas faire les grandes. Alors, c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous dégagez les aspects améliorés. Et les organisations qui ont du succès, c'est les organisations qui fonctionnent comme ça. Donc, il doit y avoir une allocation des ressources qui doit être appropriée dans ces circonstances-là. Oui, dans la vie, il faut aller au plus pressant. On ne peut pas tout adresser, tout ça, mais on doit réaliser que qu'est-ce que ça donne de se dévouer pour une organisation si, avec un incident de bris majeur, on peut plomber l'organisation pour des années à venir qu'elle peut ne pas s'en relever dans certaines circonstances. Et c'est pour ça que c'est pas juste de vos équipes, les gens internes, mais évidemment vos fournisseurs, les gens qui sont des tierces parties. Parce que quand on disait de mettre sur pied une équipe, évidemment, on disait commencer avec des éléments internes, mais très vite, on réalise qu'il y a des éléments externes qui interviennent. Alors, cette communication du post-mortem, même pour un incident, même pour un bris qui n'est pas le plus grand, bien, il faut l'avoir développé parce qu'on va avoir à s'en servir comme canevas pour les éléments majeurs. D'où l'importance de la formation des employés. Alors, il me reste à vous remercier Daniel, vous remercier tous de participer. Vous êtes nombreux à nous adresser des questions. Nous essayons dans la mesure du possible de répondre à toutes. On vous invite à continuer à le faire, puisqu'elles nous servent aussi d'assise pour la préparation des webinaires à venir. Alors, bien, merci. Et bonne semaine. Bonne semaine.